Bienvenue à Actualité internationale sur Kivu Morning Post. Dans une adresse à la nation prononcée le 7 juin 2026, Patient Saïba, conseiller spécial et proche de l'ancien président Joseph Kabila, a déploré une crise politique alarmante que traverse la RDC. Selon lui, la République démocratique du Congo est confrontée à une crise profonde liée entre autres à l'inaction collective et à la tolérance de la médiocrité au sein des institutions. L'opposant au régime de Tshisekedi appelle les Congolais à un sursaut patriotique afin de sauver le pays de divers institutionnels et politiques. Mes très chers compatriotes congolaises et congolais, le Congo, notre pays, s'émeurt. Le Congo saigne. Le Congo est en passe de disparaître ou de se désintégrer à l'instar de la Yougoslavie ou encore du Soudan. Mais à qui donc la faute? Certes pas aux grandes puissances du monde qui trouvent en notre pays un terrain propice pour satisfaire leurs appétits gloutons, certes pas non plus à la fatalité, encore moins à la superficie de notre pays. Et si c'était par ta faute ou par la mienne, bref, la nôtre en tant que peuple, toute génération confondue. Tenez, le Congo souffre de notre inaction et de notre naïveté quasi collective. Il souffre de notre tolérance à la médiocrité qui s'est installée au sommet de nos institutions et dans tous les domaines de la vie nationale. Hélas. Il souffre de notre manque de courage à nous débarrasser des mauvaises habitudes et de cette classe politique qui s'est résolue à prendre le peuple et ses droits en otage en installant une tyrannie sans pareille dans l'histoire de notre pays. Peuple congolais, tu tolères la corruption et la mégestion, mais tu rêves d'un État prospère. Tu connais tes droits, mais tu acceptes qu'ils soient bafoués en toute impunité par ce que tu appelles dirigeants. Tu souffres atrocement et tu te plains en silence en te contentant des miettes. Il te présente désormais la tyrannie comme une nouvelle forme de démocratie et toi, tu les applaudis au moment où il te manque même le minimum nécessaire pour ta survie et celle de ta famille. Et pendant ce temps, le Congo s'effondre. J'en appelle ainsi à ta conscience car ton inaction est une complicité coupable. Le vrai problème du Congo, ce n'est pas seulement ses dirigeants, c'est aussi notre silence face à l'inacceptable et notre résignation presque collective et abyssale. Ceci dit, il ne sert à rien de se limiter au constat. Dès lors, mes très chers compatriotes, réveillons-nous, reprenons notre destin en main et engageons-nous à rebâtir notre pays. Si certains l'ont fait, à l'instar de peuples chinois ou américains, ou encore singapouriens et plusieurs nations d'Afrique, nous pouvons aussi le faire. Il appelle donc de rappeler que le salut du Congo ne viendra de nulle part ailleurs, sinon du Congo. Le salut du Congo repose sur notre attitude de co-responsabilité et notre engagement collectif et républicain à renverser le cours des événements. Alors, debout, peuple congolais, ensemble, écrivons une nouvelle page de notre histoire. Avec l'aide de Dieu et ensemble, c'est encore possible. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la commissaire européenne aux affaires humanitaires Adja Labib est arrivée ce dimanche à Bunia dans le cadre de la riposte contre Ebola. Elle a appelé la communauté à agir ensemble pour mettre fin à l'épidémie. Elle a annoncé une aide supplémentaire de 5 millions d'euros pour renforcer la riposte contre Ebola. Subit cette nouvelle épreuve. Cette guerre dans la guerre, comme vous le dites si bien, monsieur le gouverneur. Il y a 4 mois, j'étais ici dans la région et je portais un plaidoyer humanitaire, un cessez-le-feu, le respect des travailleurs humanitaires, le respect de l'acheminement de l'aide, une plus grande accessibilité, le respect des femmes, des enfants, des innocents qui sont confrontés à cette terrible épidémie. L'épidémie d'Ebola fait rage, une nouvelle fois. C'est la 17e fois dans la région. Et je dois dire que lorsque j'y étais, ici il y a 4 mois, je sentais que tous les éléments, à cause des conditions sanitaires, à cause d'un système de santé sur les genoux, à cause d'une population épuisée, à cause d'une population déplacée sans cesse par les combats, tous les ingrédients étaient là pour que cette épidémie surgisse une nouvelle fois.
Alors, comme vous le dites, l'ennemi est devant. Maintenant, il nous faut courir et surtout le dépasser ensemble. Et nous n'y arriverons que si nous agissons ensemble. Et c'est l'objet de ma présence. Vous dire que nous sommes avec vous, vous remercier aussi pour votre leadership, que ce soit les institutions sanitaires, la santé, le gouvernorat et bien sûr nos partenaires de terrain, l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF. Tous ensemble, nous devons mettre nos coudes, puisque nous ne pouvons nous donner la main, et prêter main forte pour agir de façon efficace. Alors, avec le docteur Chikwe, avec monsieur le gouverneur, aujourd'hui, j'ai rencontré ceux qui sont en première ligne de cette lutte. Les infirmières, les médecins, les agents de santé locaux, les équipes qui prennent en charge. Et deux choses m'ont marqué. La difficulté de communiquer, d'avoir la confiance. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces produits qui sont derrière moi, tous ces éléments qui constituent la réponse. J'étais à Liège il y a quelques jours, lorsqu'ils ont pris le départ. Nous avons permis le transport de ces produits qui vont sauver des vies demain. Mais je sais aussi à quel point il va être difficile à présent de décentraliser les structures pour pouvoir être au plus près des populations qui souffrent. Donc, il faut d'urgence délocaliser et renforcer aussi les ressources disponibles. Et j'ai vu aussi des signes encourageants. Des gens, des patients ont pu guérir. Et cela veut dire que si nous arrivons à aller au plus près des populations touchées, si nous arrivons à poser un diagnostic précoce, nous pourrons sauver des vies. Et je le répète, si en février, un cessez-le-feu était une nécessité politique, c'est à présent une urgence sanitaire. L'Union européenne prend cette urgence très au sérieux. Dès l'apparition de l'épidémie, nous nous sommes mobilisés, nous étions très rapidement sur le terrain pour renforcer l'aide. Et cet engagement continue aujourd'hui. Je ne viens pas les mains vides, je viens avec 5 millions supplémentaires pour créer des centres régionaux de diagnostic dans les provinces qui sont les plus touchées, pour des tests plus rapides, des tests plus fiables, là où ils sont le plus nécessaires. Alors oui, il n'existe pas de vaccin pour l'instant, ni de thérapeutique spécifique, mais il y a des avancées scientifiques qui sont encourageantes et qui permettent de réduire la mortalité. L'enjeu à présent, comme je l'ai dit, c'est de les rendre accessibles rapidement, à grande échelle, au cœur des zones touchées. Et c'est pourquoi nous avons renforcé le hub de l'OMS à Dakar afin de garantir un flux continu de matériel essentiel vers les premières lignes. Il y a 2 semaines, je vous l'ai dit, un vol humanitaire a permis d'acheminer près de 100 tonnes de matériel vers l'est de la RDC, médicaments, tentes, équipements de protection. 5 nouveaux vols sont prévus vers Bunia et je crois même qu'un nouveau vol a atterri aujourd'hui. Alors, cette épidémie, nous ne pourrons la combattre qu'avec la collaboration et l'implication des communautés. Et pour informer correctement la population, l'impliquer dans les mesures sanitaires, nous avons aidé à établir des points de contact aux frontières avec la RDC et l'Ouganda, près d'une trentaine, 28 exactement, de points de passage et d'information dans les zones à haut risque. Il n'y a pas un mois que cette épidémie s'est déclenchée et il y a une évidence. Poser un diagnostic précoce permet de sauver des vies. Et nous soutenons Africa CDC avec des kits de diagnostic, une surveillance aussi des eaux usées pour détecter, suivre l'évolution du virus Ebola et d'autres menaces sanitaires. Et nous avons également déployé des experts du Centre européen pour le contrôle des maladies. Et si le déploiement de notre aide a pu être aussi rapide, c'est grâce à la confiance, grâce à un partenariat qui s'est tissé de longue date. En 2024, déjà, l'Union européenne avait mobilisé près de 3 millions d'euros d'aide sanitaire pour l'Ouganda. L'année dernière, plus de 90 millions en aide humanitaire à la RDC et plus de 20 millions au pays frontalier, l'Ouganda. Et je dois dire que cette épidémie doit nous servir d'ultime alerte. Les conflits qui poussent
des milliers de personnes dans des camps, dans des conditions sanitaires extrêmement précaires. La violence des décennies de déplacement, d'exploitation sauvage des ressources minières, de déforestation représente un cocktail explosif, des conditions presque idéales pour l'apparition des virus incontrôlés. Respecter le droit humanitaire, c'est respecter la vie. Même dans les situations de guerre, il y a des règles à respecter. C'est le plaidoyer humanitaire que je porte aujourd'hui encore au nom de l'Union européenne et de ses États membres. Il en va de notre intérêt à tous. Le virus se moque des frontières, se moque des querelles humaines et tue plus vite encore que les balles des fusils. Nous vivons dans une période malheureusement touchée par les conflits. Plus de 130 conflits actifs dans le monde aujourd'hui. Mais je garde confiance. En février, notre plaidoyer humanitaire, quand j'étais dans la région, a porté ses fruits. Un corridor humanitaire a pu être ouvert entre Bukavu et Uvira. Une liaison aérienne humanitaire aussi d'Entebbe à Bunia a été établie. Et pour les populations touchées, je vous assure que ce ne sont pas de simples infrastructures logistiques, ce sont des lignes de vie, un accès à une aide vitale. Cette épidémie nous rappelle aussi brutalement que la préparation aux crises consiste à investir avant l'urgence et non dans l'urgence. Prévenir l'épidémie, plus vaut plutôt qu'y répondre pour ne pas courir après. Et je poursuivrai mes échanges, bien sûr, avec les autorités locales et nos partenaires pour renforcer encore la coordination, lever les obstacles à l'accès et mieux anticiper les crises futures. Et puis l'Europe continuera à mobiliser un accès à tous les vaccins, aux diagnostics et aux traitements. Et par-dessus tout, nous construirons à construire ensemble la confiance pour sauver des vies. Avant de conclure, je voudrais rendre hommage à ceux qui opèrent en première ligne, à cet homme urgentiste que j'ai rencontré tout à l'heure en situation d'isolation et qui a contracté le virus Ebola Bundibugyo avant que nous puissions apporter les éléments de protection personnelle pour protéger les acteurs. Il mérite tout notre respect. À mon retour à Bruxelles, le docteur Tedros, qui était là avant moi il y a quelques jours, et moi-même, nous convoquerons une réunion ministérielle pour assurer le suivi de ces discussions et coordonner la réponse internationale la plus efficace possible avec nos partenaires africains, mais aussi internationaux. Notre objectif, c'est aussi de veiller à ce que la RDC, à ce que les populations touchées ne soient pas isolées du reste du monde. Et je suis là aussi pour témoigner cette fraternité et cette solidarité. Je pense qu'il s'agit finalement beaucoup plus que de lutter contre un virus. Il s'agit de préserver ce que nous avons de plus cher, ce que nous avons de plus fort aussi et de plus beau. Un bras qui se tend, une main qui apaise, une présence, notre humanité. Je vous remercie. Le président de la refondation de la République de Madagascar séjourne officiellement à Libreville depuis le week-end. Il a visité plusieurs chantiers structurants de la capitale. Il veut constater de près les investissements réalisés au Gabon. Reportage. Il est des visites qui valent davantage qu'une succession d'étapes protocolaires pour devenir une lecture de l'avenir d'un pays. Celle effectuée ce jour par le président de la refondation de la République de Madagascar sur les grands projets structurants de Libreville s'apparente plus à une immersion dans le Gabon de demain. Au fil du parcours, le chef de l'État malgache a découvert une capitale en pleine mutation, portée par une vision de développement qui associe modernisation des infrastructures, amélioration du cadre de vie et ambition économique. Plus qu'une simple présentation de réalisation, cette visite a offert un aperçu concret de la transformation engagée par le Gabon au cours de ces dernières années. L'Afrique évolue et l'Afrique veut changer. Tout ce que j'ai vu au Gabon illustre la volonté de plusieurs présidents africains à moderniser les pays. À la cité Émeraude, première étape de cette immersion, le président malgache a pu apprécier l'un des projets emblématiques de la politique nationale de logement.
Résidences modernes, équipements collectifs et environnements harmonieux traduisent ici la volonté des pouvoirs publics de répondre aux besoins des populations tout en accompagnant l'expansion urbaine de la capitale. La délégation s'est ensuite rendue à la baie des Rois, devenue l'une des vitrines les plus visibles du nouveau Libreville. Face à l'océan Atlantique, ce vaste projet urbain illustre les ambitions du Gabon en matière d'attractivité économique, de développement touristique et de qualité de vie. La plantation symbolique d'un arbre par le président malgache, suivi d'un moment de convivialité autour d'une partie de basketball, a donné à cette visite une dimension à la fois fraternelle et porteuse d'avenir. Le parcours s'est achevé à la Cité de la démocratie, lieu chargé d'histoire et symbole du renouveau institutionnel du Gabon. Entièrement rénové, ce site prestigieux qui abrite notamment le palais des congrès Omar Bongo Ndimba témoigne de la volonté du Gabon de préserver son héritage tout en l'adaptant aux exigences de son temps. À travers cette visite, le président malgache a pu mesurer l'ampleur des transformations engagées et la cohérence d'une stratégie qui fait des infrastructures un levier de croissance, de cohésion sociale et de rayonnement international. Le Gabon a effectué quelque chose que les autres pensent irréalisable et impossible pendant la transition. Donc, on va essayer comme vous avez dit tout à l'heure, de s'imprégner, d'apprendre du Gabon pour mener à bien le processus de refondation de Madagascar pour qu'on puisse amener le pays à l'élection présidentielle le plus vite possible. C'est l'expression d'un Gabon désormais porté vers l'avenir, sans jamais renier son histoire. Le président béninois Romuald Ouagani a effectué la semaine dernière une tournée au Nigeria, au Niger, au Burkina Faso, au Togo et en Côte d'Ivoire. Il a plaidé pour le renforcement du dialogue et la normalisation de relations avec le pays voisin dans un contexte marqué par les tensions entre la CEDEAO et l'Alliance des États du Salé. Reportage. Mathias Unkpe, bonjour. Bonjour. Romuald Ouagani s'est rendu successivement au Nigeria, au Niger, au Burkina, au Togo et en Côte d'Ivoire. Une démarche du président béninois qui n'est pas directement liée aux initiatives de la CEDEAO ou de l'Union africaine pour renouer avec les pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Pour le Bénin, c'est une nécessité. D'abord, réserver les premières visites des nouveaux présidents élus aux pays frontaliers est comme une tradition au Bénin. Je suis d'accord avec vous qu'il faut souligner le fait qu'ils soient allés dans les pays de l'AES. Surtout que depuis que les tensions ont commencé entre ces pays de l'AES et le Bénin, son prédécesseur n'a pas pu aller dans ces pays-là. Vous parlez de Patrice Talon, l'ancien président béninois. Il n'avait pas pu ou il n'avait pas voulu? Un peu des deux. Je pense qu'il voulait, mais je pense que les autres ne semblaient pas disposés non plus à le recevoir. C'est ce que j'ai cru comprendre. Je considère donc l'arrivée du président Ouagani comme une nouvelle opportunité pour relancer les discussions. Au Niger, Romuald Ouagani et Abdourahmane Tiani ont déclaré vouloir œuvrer pour la réouverture de la frontière. Un comité d'experts a été mis en place. Il a 2 semaines pour rendre ses conclusions. Est-ce que cette réouverture pourrait survenir rapidement? Et concrètement, quels sont les obstacles à lever? C'est difficile de dire si les conclusions de ce comité pourraient amener immédiatement la réouverture des frontières. Si ça révèle qu'il y a des préalables qu'il faut remplir pour rassurer les uns les autres, ça pourrait prendre un peu plus de temps. Mais je pense que les garanties ne sont pas infinies. Dans ce désaccord, le Bénin n'avait pas véritablement de grief vis-à-vis du Niger. Mais le Niger avait le sentiment que le Bénin pouvait servir de base pour le déstabiliser. Donc, si à la suite du travail de ce comité, il pouvait être clairement montré que matériellement, ni les intentions, ni les capacités n'étaient pas réunies pour déstabiliser le Niger, je pense qu'on pourrait aller assez rapidement vers le rétablissement des relations de collaboration entre les deux pays. Justement, il y a 4 mois, le général Tiani accusait encore le Bénin, comme la Côte d'Ivoire et la France, d'être à l'origine de l'attaque de l'aéroport de Niamey, revendiquée par l'État islamique. Selon vous, comment les populations, au Bénin et au Niger, perçoivent-elles ce revirement radical et inexpliqué du chef de l'État nigérien? Les populations ne souhaitent qu'une chose: le dégel de la tension entre le Bénin et le Niger. Et ces populations ne sont pas, je vais mettre en griffe, tellement préoccupées par la plupart des questions qui sont soulevées au niveau des leaders politiques.
Et donc, si aujourd'hui le Niger et le Bénin se mettent d'accord pour réouvrir les frontières, permettre la circulation libre des personnes et des biens, de mon point de vue, les populations ne seraient que heureuses. Et du coup, est-ce qu'une coopération militaire vous semble également envisageable ? Ce que je sais, c'est que pour le succès de la lutte contre le terrorisme, aussi bien du côté du Bénin que de celui du Niger, il vaut mieux que les pays frontaliers ne soient pas en désaccord comme ça a été le cas ces derniers temps. Du partage de renseignements, par exemple, ce serait un début ? Voilà. Du partage de renseignements, ça peut être même des interventions militaires ponctuelles. C'est vraiment utile pour les deux pays dans la lutte contre le terrorisme qu'ils s'entendent. Et vous savez très bien que lorsque vous êtes en désaccord avec l'un ou l'autre des pays de l'AES, vous avez d'une certaine manière des problèmes avec le reste. Alors justement, on note que le président béninois s'est rendu au Niger et au Burkina, mais pas au Mali, troisième pays de l'AES, qui fait d'ailleurs souvent figure de locomotive de cette alliance. Comment est-ce qu'on doit le comprendre ? Le ministre des Affaires étrangères du Mali était à l'investiture du président Ouaddaï. Mais le Mali a connu des difficultés du point de vue de l'insécurité. Vous pensez aux attaques du 25 avril menées par les djihadistes Exactement. du JNIM et les indépendantistes du FLA. Exactement. Et donc je pense que peut-être que même dans l'intérêt du Bénin et du Mali, il vaut mieux ne pas prendre des risques pour le moment. Donc il n'y a pas de rupture, c'est simplement que là, le Mali a trop de choses à gérer de son côté. Absolument, c'est ce que je dirais. Romuald Ouaddani s'est ensuite rendu au Togo, qui a une position de médiateur entre l'AES et le reste de l'Afrique de l'Ouest, puis en Côte d'Ivoire, pays hostile au régime militaire putschiste. Concrètement, que pensez-vous que le président béninois cherche à obtenir ? Quand vous regardez la composition de l'équipe qui l'a accompagné, vous voyez des responsables militaires, mais vous voyez aussi des responsables liés aux questions de commerce. De mon point de vue, les préoccupations du président étaient au moins deux. La question de l'AES et la question économique et commerciale. Mathias Ungpe, merci. C'est tout pour cette actualité internationale sur Kivu Morning Post. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis du début à la fin. On se retrouve dans de prochaines actualités.